monter sur scène les artistes. On est filmé, il faut que j'arrête, on est filmé. Pauline Dorgler, qui est donc chef de service de Brick James. Corinne David, une de vos médecins scolaires, il en reste. Perrine Brua, qui est psychologue référente de parcours au sein de l'équipe Brick James. Et Bruno Michon, qui est sociologue au sein de notre conseil scientifique et éthique et qui pourra compléter les présentations de ces dames avec du coup une alternance entre des éléments pratiques, comment ça vit ce type de service et d'expérimentation et qu'est-ce que ça produit en termes de connaissances. Du coup, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Pauline Dorgler et nous allons faire cette présentation toutes les trois, en sachant que vous allez aussi pouvoir à la pause continuer à échanger avec deux jeunes qui sont également présents cet après-midi avec nous, Nora et Abdoul, et qui pourront vous raconter au stand à l'extérieur exactement comment ça se passe et confirmer ou infirmer si on a dit des bêtises. Donc peut-être que vous avez entendu parler de Brick École il y a quelque temps ou même l'année dernière. Eh bien, oubliez école dans Brick parce qu'on a décidé de l'enlever, le mot. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'enlever? Je vais commencer par ça, parce qu'en fait, les jeunes qu'on accueille nous ont dit que c'était anxiogène pour certains et certaines d'entre eux que nous soyons avec ce terme-là. C'était plutôt contre-productif. Donc, désormais, le dispositif s'appelle Brick James. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Vous inquiétez pas. Vraiment, vous allez avoir les explications. Donc, nous sommes sur deux groupes en file active, ce qui veut dire que nous avons des entrées et des sorties au fil de l'eau, continuellement. On ne fonctionne pas en année scolaire. On a un groupe de mineurs de 11 à 18 ans, avec 12 places qui s'appelle Brick Jeunes, et un groupe de majeurs qui s'appelle James de 18 à 29 ans avec 30 places. Brick Jeunes, c'est un dispositif à destination de jeunes en refus scolaire anxieux qui sont inscrits dans un établissement scolaire. On a cette obligation jusqu'à 16 ans. À partir de 16 ans, ils peuvent être soit en refus scolaire anxieux et inscrits comme les plus jeunes, soit considérés comme décrocheurs, c'est-à-dire n'étant plus inscrits dans un établissement scolaire. Nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale par la mise à disposition de Corinne David à 30%. On avait, et c'est toujours en suspens, des profs intervenant sur des heures d'APAD. Nous n'en avons plus depuis la rentrée de septembre, mais nous croyons au Père Noël. Oui, que nous reste-t-il d'autre? Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on a également des partenariats avec différents artistes intervenants via le collectif M33, qui est situé à la Plaine des Bouchers, j'y reviendrai, mais aussi avec la Maison Sport Santé et d'autres, mais c'est les deux partenariats principaux. Comment un jeune de 11 à 15 ans peut arriver chez nous? Il y a un diagnostic de refus scolaire anxieux qui est posé dans l'idéal par un pédopsychiatre, dans un idéal un peu moindre par un psychiatre, encore moindre par un médecin généraliste ou un pédiatre, avec un suivi thérapeutique qui se fait en extérieur, donc le plus souvent en libéral, mais on a aussi des jeunes qui sont suivis à l'EPSAN ou au JUS. Et pour les autres jeunes, les décrocheurs, ça peut être via un référent médico-social, donc ça peut être également vous en tant qu'intervenant EducNet. Si vous rencontrez des jeunes en refus scolaire anxieux qui parviennent toujours à aller en établissement scolaire, vous pouvez aussi tout simplement les orienter à la MDA. Ça peut être un motif d'entretien classique MDA et pas forcément spécifiquement sur notre dispositif. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les 11-18 ans? Eh bien, on travaille sur un principe de libre adhésion, c'est-à-dire que nous allons proposer
à l'ensemble des jeunes les activités qu'on fait et ils disent s'ils veulent venir ou non. On est sur un principe d'atelier en petit collectif, c'est-à-dire qu'on est moins de 10. Principe de libre adhésion, je l'ai déjà dit. En parallèle de ça, Perrine vous a été présentée en tant que référente de parcours, donc elle a la référence d'un certain nombre de jeunes et elle va voir les modalités avec ce jeune et sa famille pour le voir en entretien individuel. Donc ça peut se faire dans nos locaux, je vous montrerai des photos après. Ça peut se faire au café, à l'extérieur, dans un parc, etc. Là où c'est confortable pour le jeune. Ça peut être à la médiathèque, enfin, on a plein de modalités. On va là où ils ont envie. Et si on regarde ce magnifique emploi du temps très très bien fait, vous voyez qu'il y a des occurrences à la demi-journée. Le lundi après-midi, on a atelier artistique et on l'a également le jeudi après-midi. Donc là, c'est le partenariat avec le collectif d'artistes M33 qui est situé à la Plaine des Bouchers. Nos locaux Brick & James sont également juste à côté. Et l'idée, c'est que par la médiation artistique, les jeunes puissent expérimenter le fait de faire, d'arriver à l'heure, de s'autoriser à discuter avec les autres, de redécouvrir le plaisir d'avoir une activité ensemble. C'est la même chose avec l'atelier sportif qui est le mercredi après-midi et qui lui se fait à la Maison Sport Santé. Et on a des ateliers, j'ai mis ateliers divers parce qu'on a des choses très différentes qui se passent. Par exemple, cet été, les jeunes sont allés voir les illuminations de la cathédrale. Je réfléchis et je les regarde parce que moi je signe les devis, mais je ne sais plus ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de super ? Les festivals aux farces également cet été. Là, on a un projet. On va prendre contact avec un verger participatif pour aller planter des arbres avec eux à l'Elzo. Il y a plein de choses diverses qui peuvent s'organiser et on fait ça à partir des envies des jeunes. Et c'est pour ça que le mardi après-midi, on expérimente quelque chose qu'on va démarrer là après les vacances d'automne, ce qu'on appelle le club jeune, qui est un moment où avec les jeunes présents de ce groupe-là, Brick Jeunes, on va discuter de qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et ça peut prendre la forme d'un groupe de parole, ça peut être lister des idées d'ateliers divers et variés. Et ensuite, on construit l'emploi du temps avec elle et eux. Et vous voyez que le mardi après-midi, une fois par mois, il y a un groupe de parents qui est co-animé par Léa Dimnet, qui est psychologue sur le dispositif, et Corinne David. Je vous fais la présentation et après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, elles répondront de manière hyper pertinente. Parce que moi, je ne sais que lire les PowerPoint. James, alors... James, ça veut dire Jeunes, Agir, Monde, Expérience, Solidarité. Si vous avez des questions sur le nom, vous demanderez à Bruno Michon, parce que c'est lui qui est à l'origine de ce dispositif à l'ESEIS. Donc il y a eu une expérimentation de ce dispositif de 2020 à 2022 et ensuite la Maison des Ados l'a repris et depuis c'est au sein de la Maison des Ados. Les principes, c'est que c'est un dispositif pour des jeunes de 18 à 29 ans. Pourquoi on va jusqu'à 29 ans ? Parce que nous bénéficions d'un financement du Fonds social européen et les politiques jeunesse européennes vont jusqu'à la veille des 30 ans. C'est un projet qui n'est pas un projet de formation, c'est de la remobilisation. Donc on est avant l'insertion socio-professionnelle et qui est à décision des NEET, Neither in Employment, Education or Training, donc ni en stage, ni en emploi, ni en formation. Mon Erasmus a porté ses fruits. Ce sont des jeunes qui habitent dans le Bas-Rhin et l'orientation, elle peut se faire par bouche à oreille via les réseaux, des personnes prescriptrices comme vous, etc. On est sur le même principe d'atelier en petit collectif que je vous ai expliqué avant et sur les mêmes modalités d'accompagnement individuel. La seule différence, c'est qu'on est avec des majeurs, donc le lien avec la famille est beaucoup plus ténu ou selon le besoin repéré avec le jeune. L'expression, je l'ai mis entre guillemets parce qu'elle ne m'appartient pas, elle appartient à Bruno. L'idée, c'est de faire du cousu humain avec chaque jeune et de répondre à chacun de leurs besoins et envies dans le cadre de la remobilisation. Et en termes de principes, de valeurs, de références théoriques, on se réfère à la fois à l'éducation populaire et à la psychothérapie institutionnelle. L'équipe, actuellement, elle est composée de psychologues et travailleurs sociaux qui sont référents de parcours,
qui représente 3 équivalents temps plein. On a donc une médecin scolaire, on a déjà évoqué Corinne à 0,3, une secrétaire administrative et comptable, une chargée de mission, je reviendrai sur sa mission tout à l'heure, une stagiaire éduc et moi à mi-temps. Principe de libre adhésion, on vous l'a évoqué. Le dossier d'accueil, ça on vous en a pas parlé, mais je vais préciser un tout petit peu. En fait, les jeunes, on les reçoit une première fois dans nos locaux rue du Maréchal Lefebvre. Ils sont reçus en binôme, en général Corinne avec une des référentes de parcours. Et on leur expose, on leur fait visiter les locaux. Si ça les intéresse, ils ont la possibilité de venir tester 1, 2, 3 ateliers. Et ensuite, les jeunes nous disent « oui, ok, ça m'intéresse ». Donc à ce moment-là, le référent ou la référente de parcours dédié et moi, on va faire une visite à domicile. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a rajouté ça il y a 1 an. C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte auparavant qu'on passait à côté de la dimension protection de l'enfance, dans bien souvent des cas. Bruno dira ça certainement mieux que moi, mais là, c'est que de l'empirisme. On observe beaucoup plutôt de catégories sociales, professionnelles, moyennes plus, qui sont un tout petit peu moins, c'est un euphémisme, habitués aux travailleurs sociaux. Et quand on vient... Je vais très vite, mais quand on vient un peu regarder ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a des dynamiques d'attachement qui sont problématiques et du coup des dynamiques de séparation. Et que peut-être que ça vaut le coup d'aller mettre un peu son nez là-dedans en tant que professionnel. Concrètement, ce que ça a donné, c'est que nous, on a accompagné, pendant l'année scolaire passée, 3 familles où il y en a 2 où on a fait une IP en le travaillant avec elles, et une famille qu'on a accompagnée dans l'écriture d'une demande d'AED. Le niveau scolaire n'est pas un frein pour intégrer le dispositif. On est attentif à la pathologie de premier plan, c'est-à-dire que si la phobie scolaire pour les plus jeunes est vraiment massive et que ça nécessite de l'hôpital de jour ou de l'hospitalisation, c'est prioritaire. Pour nous, ce qui semble assez logique, l'intérêt c'est que le jeune puisse se saisir du dispositif, et l'idée c'est de se décaler de la pression scolaire, de travailler sur l'orientation et la remobilisation. En gros, l'envie d'avoir envie, comme dirait le poète. Le lieu, comme ça vous voyez un peu mieux, c'est un ancien bâtiment industriel qui est donc à la plaine des Bouchers et qui est un lieu atypique. Et la porte qui est ouverte, que vous voyez sur la photo du bas, ouvre en fait sur l'atelier du collectif M33. Et donc on est voisins, on est quasiment colocataires. Et ça permet des liens très réguliers avec les artistes et pour les jeunes. Je vais passer très vite sur cette slide. C'est simplement pour expliquer que le projet il est financé jusqu'en juin 2026 pour l'instant, qu'on est en train de travailler à sa pérennisation, et notamment par le biais de notre chargé de mission qui travaille à l'évaluation du projet, à mesurer son impact et voir comment ça peut évoluer et s'aimer dans le temps. Et dans ce contexte-là, et c'est un des objets qu'on voulait aborder avec vous, c'est que nous, on n'est pas un dispositif exemplaire de soins-études, parce qu'on n'est pas un dispositif de soins-études, on est juste une expérimentation qu'on essaye de faire perdurer. Et ça nous intéresse de travailler avec vous et de discuter avec vous. Une des choses qu'on aimerait lancer, c'est notamment des temps de discussion qui pourraient être en visio ou d'autres formes, je ne sais pas. On en a parlé rapidement avec Corinne, mais pour l'instant, on est à l'idée, on n'est pas encore au projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'il y a plein de choses très chouettes qui se font aussi au sein de l'éducation nationale, pardon, j'allais dire l'éducnat, et que ça peut véritablement, en fait, ça peut nous servir, ne serait-ce aussi que pour faire lien entre les jeunes qui sont chez nous, qui réintègrent leur établissement, ceux qui vont dans d'autres établissements, de voir aussi comment on peut réfléchir à des parcours qui soient pleins de sens et qui fassent lien. Je ferai en sorte de transmettre ce PDF, n'importe quoi, ce PowerPoint, pour que la slide d'après, qui vous intéresse le plus, puisse être accessible à tout le monde. Ce qui est important de savoir, c'est que jusqu'à 18 ans, vous appelez notre secrétariat et c'est Tiffany qui vous répond, soit au numéro de téléphone, soit par mail. Et pour les 18-29 ans, et même dans certains cas pour des 17 ans qui sont déjà en train de bien quitter l'école, vous pouvez appeler directement Bruno ou Perrine qui fixeront directement le rendez-vous avec le jeune.
Pas le même. C'est pas le même. Il n'est pas là, le Bruno référent de parcours. Trop de Bruno. Trop de Bruno. Ce qui est très important, c'est ça, c'est qu'il faut sauver la date du 29 janvier 2026, où on est en train d'organiser une journée d'études sur la thématique du refus scolaire anxieux et du décrochage, des formes de décrochage. Et ce sera à Strasbourg, on est en train de chercher un lieu. Et vous aurez, si vous êtes abonné à la newsletter de la Maison des Ados, vous aurez les infos d'ici fin novembre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai oublié d'enlever ma slide suivante qui était d'un cours, mais c'est pas grave, ça va avec le thème. Et si vous avez des questions, c'est à vous. Oui, orientation des élèves. Alors vous dites un professionnel dans l'idéal, un pédopsychiatre. Je sais que dans certains secteurs, pédopsychiatre, l'accès dans les CLD, on attend toujours le coup de fil parce qu'on y a plus d'un an quand même. Psychologue, oui, non. On sait que, enfin, voilà, il y a aussi des psychopédagogues, des psychosas, où les parents se tournent en désespoir parce qu'ils cherchent des solutions, mais qui ne sont pas psychologues. Et du coup, on se retrouve quand même avec pas mal d'élèves qui ont vu 1, 2, 3 fois un psychologue. Les parents ou l'élève n'adhèrent pas forcément, ou il n'y a pas la réponse qu'ils attendraient et tout. On les a chez nous, ils viennent plus dans les établissements. On essaye de proposer des petites choses, c'est pas toujours évident, ça marche pas. Est-ce qu'on peut quand même les envoyer chez vous, même s'il y a un parcours de soins ficelé actuellement, avec un diagnostic? Alors c'est pareil, les médecins traitants, phobie scolaire, ça ils connaissent le mot aussi. Après, est-ce qu'ils prennent forcément tous le temps de discuter avec... Ils nous font des certificats pour justifier les absences, mais ça s'arrête là. Voilà, du coup. Alors, nous, on rencontre des jeunes qui n'ont pas toujours encore le psychiatre, même si nous, on demande à ce qu'il y ait un suivi, parce qu'on est un peu... en aval, c'est-à-dire que en fait, c'est ceux qui normalement n'arrivent plus vraiment à aller en cours. Avant, vous avez déjà mis en place. Là, il y a eu un courrier du directeur académique qui disait que, en attendant la mise en place des soins, on peut déjà mettre en place. Si, on a eu un truc en fait. Et du coup, les choses peuvent être mises en place, et nous, on les reçoit. On discute et des fois ça prend du temps. On sait de faire comprendre aux gens qu'il faut ce suivi psychiatrique. C'est pas toujours juste il manque de place. Ils n'ont pas pris le rendez-vous encore. Voilà. Donc on donne des indications, on explique qu'est-ce qu'on peut faire aussi au sein de l'établissement. Voilà, qui vous pouvez interpeller. Enfin voilà, on donne des avis. Et c'est aussi en ça que, quand tu disais, Pauline, c'est une idée qu'on a eue là toutes les deux, de se dire que peut-être ce serait pas mal qu'on puisse vous proposer des temps d'échange sur des situations, en fait. C'est comment vous aider au mieux, et comme il manque cruellement de médecins scolaires sur tous les secteurs. Voilà, je me dis que peut-être si on arrive sur le montant, pas santé, pas au niveau des SDEN, mais au niveau MDA, si j'arrive à me dégager un petit temps et à faire un peu d'avis comme ça, ou avec Perrine, ou avec Léa, qui est psychologue aussi, on pourrait essayer de réfléchir ensemble avec Pauline et voir un peu comment on peut faire sur certaines situations qui se restent bloquées. Moi, ce dont on se rend compte, nous, vraiment, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au départ, on a vraiment pris le côté... refus scolaire anxieux, avis du pédopsychiatre, etc. On a vraiment un peu changé notre façon de voir les choses aussi, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des problématiques qui sont beaucoup plus larges que juste, voilà, et qu'il faut travailler avec la famille, extrêmement, vraiment, d'où notre groupe de parents, d'où les visites à domicile, qui sont d'une richesse pour nous incroyable. Et ce que je vous invite à faire, c'est travailler déjà au sein des établissements scolaires, AS et infirmières, pour vraiment faire le point sur ces situations de refus scolaire. Parce que vraiment, on ouvre la boîte, et nous, on l'ouvre et on se rend compte vraiment qu'il y a plein de choses. On remonte des fois très très loin dans l'enfance. On se rend bien compte que c'était déjà compliqué de quitter maman ou papa pour aller en maternelle, que je ne vais jamais dormir chez personne d'autre que à la maison, enfin toutes ces choses-là. Et donc tout ça, c'est du travail de longue haleine. On fait des entretiens avec la famille, on fait des entretiens avec les jeunes, et on se rend bien compte, dans les groupes de parents, c'est assez incroyable de voir ces parents entre eux
se poser des questions et réagir et se rendre compte que peut-être que ce qu'ils ont vécu, eux, un burn-out, un décès, une maladie, peut-être ça a eu un effet aussi sur la dynamique familiale, que peut-être, oui, il y a des choses on n'avait peut-être pas fait le lien. Donc toutes ces choses-là, c'est eux entre eux, c'est assez incroyable à voir, et c'est hyper riche. Juste pour compléter, ça, on ne l'a pas abordé non plus dans le PowerPoint, mais on a aussi, avec certaines, ça a déjà été le cas, quand on a des jeunes qui nous sont orientés et qu'il y a la possibilité de travailler directement avec vous, on vient en réunion avec l'établissement scolaire, on se met en lien et des fois, en fait, on essaye juste de mettre de l'huile dans les rouages, on n'invente pas l'eau chaude, vraiment pas. L'autre élément qui vient de m'échapper, c'est bien dommage, en lien avec ce que tu disais, oui, par rapport à tout ce qu'on disait là du versant social, protection de l'enfance, c'est que de plus en plus, on se rend compte de plus en plus en fait que le refus scolaire anxieux, le fait de ne plus venir à l'école, c'est un symptôme qu'on peut considérer comme un enfant, un ado qui va être insolent, où on se dirait lui il est relou quoi, lui il nous fatigue. Et en fait c'est un symptôme qui des fois peut dire exactement la même chose de ce qui se passe à la maison. C'est-à-dire que de ne plus aller à l'école, c'est le truc le plus manifeste pour dire oula ça va pas du tout, venez voir ce qui se passe. Vraiment là, les visites à domicile nous ont, sur toutes, ça a confirmé cette hypothèse de travail qu'on avait depuis 3 ans. En fait, on est toujours en cours de développement des antennes. On a démarré il y a 2 bonnes années maintenant à Saverne. Elle est où d'ailleurs, la chef des antennes ? Elle est partie. Saverne, Ingvillers, sa réunion avec Esther, qui j'ai vu ce matin, qui est là-bas. Et puis ensuite à Célestat, Schirmeck. Il y a un projet qui est toujours en cours de négociation sur le nord à partir de Haguenau. Et puis depuis peu dans les quartiers politiques de la ville, en tout cas certains de l'Eurométropole, donc là plutôt sur Strasbourg, avec la possibilité dans ces lieux d'antenne et de permanence de rencontrer des jeunes et des familles comme on le fait à la Maison des Ados à Strasbourg. Et donc c'est aussi à partir de là qu'on a parfois des orientations à proposer pour certains ou certaines à Brick & James ou à Virage ou chez d'autres partenaires, évidemment, de manière très générale. Mais ce n'est pas non plus un circuit obligatoire. Bonjour Madame Dorgler. Bonjour Madame Sagesse. Moi je trouve que c'est extrêmement important ce que tu disais quant à la dimension via la visite à domicile, mais qui est la dimension familiale du refus scolaire anxieux. Qui est souvent, à l'heure actuelle, abordé sous le prisme de la santé mentale. Et même si on sait que la santé, ça se décline de manière à différents niveaux, mais cela dit, c'est quand même souvent sous l'aspect médical. Et je pense que ça n'a du sens, pas du sens, mais pour l'appréhender et essayer de faire bouger les choses, ça mérite vraiment une approche globale. Et que le travail des assistantes sociales, entre autres, a tout son sens à ce niveau-là. Et des fois, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, j'en profite. Merci. Je plus sois. Et oui, on a eu une situation l'année passée avec l'établissement où tu es, qui perdure d'ailleurs. Et travailler en relation et en partenariat avec vous, c'est vraiment un plus parce que, une nouvelle fois, on n'est pas. C'est pas parce qu'on n'est pas exemplaire. C'est-à-dire qu'on a une autre place, étant donné qu'on n'a pas le même mandat, et du coup, certaines choses, parfois, fonctionnent mieux quand ça vient de chez nous, mais on a besoin de vous, et on adore vous solliciter. Vraiment, quand les adresses AC Strasbourg fonctionnent, parce qu'on a ce souci. Oui, bonjour. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, parce que nous, on a une autre structure et donc forcément une autre prise en charge que vous. Et votre expérimentation, comme vous dites, elle prend bientôt fin. Donc première chose, fin ou pas, mais en tout cas, voilà, ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà une analyse au niveau chiffrage de
quel est le passage en moyenne des ados et des jeunes adultes qui viennent chez vous? Et est-ce qu'à un moment donné, faites-nous quand même rêver, soyons optimistes, est-ce qu'un jour, il y a une fin et ils s'insèrent dans la vie et ils reprennent le chemin? Parce que ça, quand nous, on les voit, on a peur. En fait, ils s'insèrent. Hein. Et alors, ce qu'on leur dit tout le temps, c'est que ça va être long. C'est vrai que ça va être long. Et c'est pour ça qu'on a changé notre façon de travailler, que maintenant c'est en file active, parce qu'on ne s'arrête pas en juin ou en juillet. On continue. Et là, on en a qui sont dans vos établissements, là, et qu'on a encore chez nous. On va, après les vacances de la Toussaint, faire un point avec eux et avec leur famille. Et je pense qu'il y en a pour lesquels on va dire c'est bon, on a fini en fait maintenant. Mais ils sont inscrits dans vos établissements, ils vont en cours. Et donc ça pour nous c'est incroyable. Et il y en a qui ne vont pas en cours, c'est vrai. Soit il y en a une là qui n'y est pas, qui est revenue chez nous, qui a commencé, qui est revenue. Mais pour nous c'est pas un échec. Des fois ça veut dire aussi peut-être que c'est pas le lieu en fait où elle doit être. Peut-être que c'est autre chose qu'il faut voir. Et donc, nous, c'est ça, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux parents, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas, on dit pas maintenant c'est ça et ça et ça, on les laisse cheminer. Des fois, on les laisse faire des expériences et on voit ensuite ce que ça produit. Mais nous, le but, c'est qu'ils cheminent et qu'ils arrivent là où ils ont envie d'aller. Ce que je leur dis tout le temps, c'est qu'on a un point A, un point B. Le point B, il peut changer, il peut devenir C, on s'en fout en fait. Et que pour aller de ce point A à ce point B ou à ce point C, il y a plein de chemins différents. Et que ça peut prendre plus de temps, mais c'est peut-être plus intéressant parce qu'on aura vu plus de choses. Donc voilà, nous, c'est ça notre philosophie aussi. Donc effectivement, c'est l'analyse un peu qu'on a dans nos établissements, parce que souvent ils sont là parce que c'est l'établissement de proximité, mais effectivement, on se rend bien compte que certains ne sont pas au bon endroit. Et dans ce que vous avez dit avant, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Je me demande si on ne devrait pas coller une IP à tous ces élèves-là pour avoir cette visite à domicile, parce que c'est peut-être ça qui nous manque dans... Une IP pour faire une visite à domicile. Nous, on peut pas. Mais nous, on peut pas. Nous, les infirmières. Il y a des assistantes sociales. C'est pour ça que je disais travailler ensemble. Oui, mais il n'y en a pas partout. Oui, travailler ensemble parce qu'en fait, c'est hyper important. Ce que je disais et ce que tu as relevé après, c'est de se mettre à plusieurs autour de la table et d'avoir plusieurs aspects, en fait. C'est pour ça, c'est chouette qu'on soit tous là aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça aussi notre boulot, c'est de voir tous les aspects différents autour du jeune, en fait. Et donc de pouvoir prendre ce temps-là et de voir ce qui peut marcher et ce qui est difficile à tel endroit et de se poser et de se dire tiens, ça c'est intéressant, peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir parce que au début, si on prend qu'un prisme, on n'a pas toute la vision du truc. C'est pas possible. Nous, le prisme qu'on a souvent, c'est le parent dont l'enfant ne vient plus à l'école et c'est la problématique, et vous l'avez bien dit, c'est révélateur d'un problème. Mais effectivement, le travail, on n'a pas dans toutes les structures une équipe complète, malheureusement, hein, on en est là, quoi. Et ce que vous avez dit, finalement, vous voyez, votre expérimentation, elle démontre quand même que, il faut quand même tout cet enchaînement pour y arriver. On n'a pas tous eu une IP, hein. Et d'autres ont fait eux-mêmes la demande et d'autres n'ont pas, mais on a fait du travail familial. On a vraiment travaillé avec la famille. On n'oublie pas les frères et sœurs non plus, ça on va encore plus travailler dessus, parce que ça aussi c'est quelque chose, d'avoir un frère ou une sœur qui ne va pas à l'école, et pourquoi lui il n'y va pas, et pourquoi moi j'y vais, et qu'est-ce que ça produit dans la famille. Et quand il y en a un qui commence à aller mieux, qu'est-ce que ça produit aussi pour les frères et les sœurs. Tout ça, c'est hyper important. On peut encore prendre une question. C'est quoi les délais d'attente là, on va Alors, quelques-uns. En vérité, donc la question, c'était les délais d'attente et les places. Donc, parce que, comme vous l'avez suivi, nous avons 42 places en tout, dont 12 pour les mineurs. Actuellement, on a une petite liste d'attente de 3 jeunes, sachant qu'on a 2 places, parce que ce sont des jeunes qui viennent essayer, donc ça peut se résoudre assez vite. Et comme le disait Corinne avant, on espère que ceux et celles qui ont réintégré ou intégré des établissements ou des formations ou des parcours de soins, parce que quand on parle de remobilisation et de réintégration, on parle aussi des parcours de soins. Quand on avait noté ce décalé de la question scolaire et du résultat, c'est pas trop les jeunes qu'on doit décaler, encore que, mais c'est souvent les parents.
de dire en fait là la priorité de votre enfant c'est le soin et malheureusement on a plusieurs exemples de risques suicidaires et notamment l'hiver dernier où on a dû véritablement intervenir auprès des parents en disant maintenant vous leur lâchez la grappe. En fait la question là c'est de l'emmener à l'hôpital et d'être dans quelque chose de mais c'est quelque chose un peu d'assertif. Parce que en fait, les parents sont aussi dans l'œil du cyclone. Ils voient plus, ils ont la tête dans le guidon, et c'est aussi notre travail en étant une institution, un dispositif tiers, de pouvoir renvoyer quelque chose de ça. Donc, je vous dirais qu'actuellement, ça va. On pourrait avoir de la place bientôt. Dans 2 mois, je peux vous dire l'inverse. Et un autre petit élément par rapport au changement qu'on a fait depuis le démarrage du dispositif. Cet été, on a continué à proposer des ateliers 1 fois par semaine qui étaient à la demande des jeunes. Enfin, on a fait tout plein de trucs à l'extérieur, c'était super. Et en fait, ça aussi, ça a eu un effet parce qu'on a pérennisé le lien. Ils n'étaient pas pris dans une rythmique scolaire non plus. Il y en a qu'on n'a pas vu du tout de l'été, il y en a qu'on a vu quasiment toutes les semaines. Et c'est un des indicateurs qu'on met un peu en travail parce que là, tous ceux et celles, à une exception près sur 11, tiennent pour l'instant leur reprise de scolarité. Et donc, on se demande s'il n'y a pas un lien entre ces 2 éléments-là, que en fait, de travailler à la fin du dispositif pendant tout l'été pour ces jeunes, est-ce que ça n'a pas eu un effet bénéfique ? On verra. Il y en a même un qui est rentré, mais grâce à Léa, qui a été au téléphone avec la mère. Je suis devant l'établissement, il ne veut pas rentrer, qu'est-ce que je fais ? Donc elle a mis 1 demi-heure. Allez, vous allez marcher, on parle. Et finalement, il est quand même allé à l'école. Mais c'était même à distance, quoi. Finalement, ça s'est bien passé et c'était incroyable parce que maintenant, il y est et ça se passe bien. Mais c'était juste ça, la mère ne savait plus quoi faire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais demi-tour ? Non, faites pas demi-tour, on va discuter, vous allez marcher avec lui, on va voir, on va discuter, etc. Et en fait, ça s'est débloqué comme ça aussi. Donc on maintient ce lien, il y a quand même, toi Perrine, tu es déjà allée aussi dans des établissements, Bruno aussi, c'est vrai que ça c'est aussi chouette pour mettre en place des PAI. Voilà, nous, on les connaît bien, on sait un peu quelles sont leurs difficultés, et là où on peut... il y a les points d'appui, les points qui seront compliqués, etc. Et donc ça, n'hésitez pas à nous demander. Et on peut très bien vous aider là-dedans aussi, quoi. Et je voulais juste dire que l'année dernière, on a eu un projet transversal qui nous a permis vraiment de les motiver à fond. C'est-à-dire qu'ils ont créé un film, ils ont fait élaborer le... Tu veux venir en parler ? Non, pardon, je crois qu'il y a une main qui s'est levée. Parce que c'est avec toi, donc tu peux venir. J'ai discrètement de lui dire, va ramener le micro là-bas. Mais c'est encore une question, c'est ça, voilà. C'est pour ça, ouais. Pardon. Non, mais c'est bien. Non, mais complet. On a fait un film avec eux. Ils étaient et réalisateurs et acteurs et il y en a même qui ont été avec vous pour faire ensuite le montage, etc. Et ça, c'était un truc incroyable qu'on a présenté après aux parents. Et là, de voir leur fierté dans leur regard, c'était quand même incroyable. Et le film, je crois que tu l'as après ? Tu l'as pas pris ? Ah. Non, hypothétiquement, vous pourrez le voir à la pause. Ah bah voilà. Mais il faut que la machine soit d'accord, Windows 11, tout ça. Il y avait une dernière question. Alors, c'était juste une remarque, docteur. Ici, là. Ah, oui. Voilà. Vous avez parlé de ce document refus anxieux scolaire. Moi, je suis infirmière en lycée, je ne connaissais pas ce document. Il a été adressé au directeur d'établissement, au chef d'établissement. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible de le rediffuser ou d'en avoir une meilleure connaissance ? Je ne sais pas. Tu l'as, toi ? Oui. Voilà. Parce qu'il ne nous a pas été adressé. Et il y a un courrier, en fait, du DAZEN. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai eu. Mais il y a un courrier du DAZEN qui accompagne le PAI, quoi, que vous pouvez mettre en place. Oui. La transmission sera effective. C'est ce qui vient d'être confirmé au premier rang. Voilà. Est-ce que tu peux dire un truc sur les jeunes ? C'est une question. Bruno Michon va prendre le relais et nous on reste pour donner les éclairages pratiques. Merci beaucoup. Bravo.
Bonjour à toutes et à tous, alors surtout à toutes. Je suis Bruno Michon, donc je suis sociologue, chargé de recherche et de développement à l'ESEIS et voilà, maître de conférences associé à l'INSPE à Strasbourg. J'ai un peu une double casquette aujourd'hui puisque j'ai contribué à créer James avec un éduc et une psychologue en 2020. Qu'ensuite j'ai retransmis à la Maison des Ados et je suis hyper fier de voir ce que c'est devenu. C'est assez émouvant de vous entendre. Mais donc double casquette, parce que donc j'ai cette casquette-là, je connais James de l'intérieur, j'étais le chef de service, Pauline a pris ma suite. Et puis je suis chercheur aussi, et je vais vous parler aujourd'hui de cette partie-là, de cette partie recherche. Et je vais avoir la lourde tâche de faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie, donc je suis un peu angoissé, donc il va falloir un peu m'aider, c'est que je vais parler au nom d'une psy. Et quand on est sociologue, c'est à peu près le truc le pire qu'on puisse imaginer. Donc je vais dire sûrement des énormes boulettes, mais donc voilà, vous me regardez vraiment avec des yeux, là, quand vous sentez que je déborde, là, vous me dites vraiment, là, ça va pas du tout, Bruno. Ok. Ce que je vais vous proposer, c'est un petit parcours à travers les travaux de 3 chercheurs et chercheuses qui travaillent actuellement sur le dispositif Brick and James pour essayer de comprendre ce qui s'y joue. Donc il y a Claire Metz qui est psychologue, Thierry Gogol d'Alondance qui est anthropologue et moi-même qui suis sociologue. J'ai essayé, c'est quelque chose, voilà, je remercie Delphine, je ne sais pas où elle est, mais de m'avoir proposé de prendre la parole aujourd'hui. J'ai essayé de condenser tout ça et d'essayer de voir un peu ça raconte quoi, ça veut dire quoi déserter l'école et qu'est-ce qui se passe après quand on a déserté. C'était un peu la question que vous aviez posée, qu'est-ce qui se passe après, puisque nous, les James qu'on a, souvent c'est d'anciens déserteurs de l'école. Et c'est un concept que l'anthropologue Thierry Gogol d'Alondance a pas mal employé dans sa recherche à lui, dans sa compréhension de ce qui se passe, ce concept de désertion, qui nous semble intéressant. Alors là, vous avez un truc qui a l'air hyper compliqué, mais qui est assez simple, qui montre, c'est les résultats, les résultats du décrochage scolaire au niveau européen. Avec, on le voit quasiment dans tous les pays, des politiques de lutte contre le décrochage assez efficaces, puisqu'en bleu, c'est 2014, et en marron cacadois, c'est 2024. Donc en 10 ans, on voit que dans quasiment tous les pays, ça a baissé. En France, on est à peu près à 8% aujourd'hui de décrocheurs scolaires. La France, elle est entre la Slovaquie et le Luxembourg, au cas où vous ne le saviez pas. Merci, non mais c'est bien, j'ai besoin de renforcement positif. Et la barre rouge, c'est l'objectif que s'est fixé l'Union européenne en 2030. Qui est de passer sous la barre des 8%, et je crois qu'on est à 7,8% en France. Donc on est pas mal. Cependant, 8% d'une population, c'est quand même beaucoup de gens. Et ces jeunes-là, c'est ceux que vous connaissez, et c'est ceux qu'on connaît, nous, dans Brick and James. Et la France, vous le savez, pour celles et ceux qui suivent un peu les informations, elle a des petits soucis d'égalité ou d'inégalité scolaire, c'est-à-dire que l'école française produit de nombreuses inégalités scolaires. Je ne vais pas vous faire les résultats de l'enquête PISA dont vous avez sûrement entendu parler. J'imagine que le DAZEN a dû faire un magnifique circulaire pour vous présenter ces résultats-là, parce que c'est important. Et ça montre ici, vous avez les résultats des élèves de classe sociale favorisée, en rouge, en maths, et en bleu, les élèves des classes sociales défavorisées. Et on voit que la France, qui se situe, là vous voyez le truc enrayé, à deux à côté du truc enrayé, fait partie des 6 plus mauvais élèves de l'Europe. C'est pas foufou. Pardon, même pas de l'Europe, de l'OCDE. Donc l'OCDE, c'est pas que l'Europe, c'est vraiment des pays industrialisés.
donc ça veut dire quoi ça, grosso modo? Ça veut dire qu'on a un écart qui est l'un des plus grands de tous les pays industrialisés entre les élèves qui ont des parents de classe sociale aisée et les élèves qui sont issus de classes sociales défavorisées. Notre école, et vous le savez certainement, produit très fortement ces inégalités plus que d'autres écoles. Il y a une très belle enquête qui est parue il y a quelques années, 2023, assez récente, qui propose un suivi de cohorte. Ça, on adore, nous les sociologues, les suivis de cohorte, puisqu'on prend un ensemble d'enfants en 6e et on regarde qu'est-ce qui se passe quand ils ont 20 ans. Et on les suit. Et là, vous avez le résultat. Et donc, le résultat, il raconte quoi? Eh bien, il raconte qu'en bleu, vous avez les élèves d'origine modeste et en rouge, les élèves d'origine favorisée. Hein, donc, c'est toujours un peu la même idée. Et donc, en 2007, eh ben, ces élèves-là étaient en 6e. Donc, 100% étaient en 6e. Allons voir. Oh, tiens, en 2015, il n'y en a plus que 30% qui sont scolarisés chez les élèves de classe sociale défavorisée pour 65% des élèves favorisés. Nous produisons de l'inégalité et la question évidemment qui se pose à nous toutes et à nous tous, à notre mesure, à notre moyen, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut lutter contre ça, contre cette fabrique des inégalités scolaires qui est aussi une fabrique du décrochage scolaire. Alors, en général, les sociologues ne sont pas hyper joyeux. Hein. Bon, voilà. D'où les blagues. On veut des blagues, oui, d'où les blagues, ouais, pour essayer de... C'est pas foufou, mais on s'amuse quand même. C'est filmé. Oui, mais avec grand plaisir. C'est assumé. C'est assez assumé. Très bien. Allez, on peut couper. Vincent, je compte sur toi. Hein. Quand il y a foufou, tu coupes. Ok. Allez. Donc, on va peut-être d'abord, dans un premier temps, se mettre d'accord un peu sur les concepts qu'on a utilisés depuis cet après-midi. Alors, la phobie scolaire, le refus scolaire anxieux. Claire Metz, la psychologue avec qui on travaille, parle de phobie scolaire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est de 1 à 4% des élèves. Hein, c'est un chiffre relativement important. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la France... Alors là, attention, c'est le moment où vous me regardez avec des gros yeux, parce que là, je reprends vraiment les travaux de ma collègue psy. Hein, je ne me sens pas du tout à l'aise à ce moment-là. C'est que la France est la seule à mettre dans sa classification des troubles mentaux la phobie scolaire. Dans le reste des classements internationaux, et entre autres dans le DSM et le CIM, on ne voit pas apparaître directement la phobie scolaire comme je vois qu'il y en a qui se foutent de ma gueule, là, bravo. C'est vraiment très mal de faire ça. Dans les classifications scolaires, ils vont être intégrés selon le trouble, et c'est assez intéressant, soit dans le trouble de la séparation, soit dans le trouble du fonctionnement social de l'adolescence, soit dans un espèce de catégorie qui me semble un peu fourre-tout, trouble anxieux-phobie qui englobe l'agoraphobie, les phobies sociales et les phobies spécifiques. Là, j'imagine ils ont mis tous les trucs, on ne savait pas trop quoi en faire. Mais je suis pas psy. Donc voilà à peu près. Donc la France reconnaît la phobie scolaire comme une phobie à part entière. C'est peut-être quelque chose qu'il faut retenir. Et la deuxième chose, c'est la définition classique qu'on utilise de Johnson, 1941, des enfants qui, pour des raisons irrationnelles, refusent d'aller à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou de panique quand on essaye de les y forcer. Je trouve cette définition extrêmement violente. Mais il semblerait que ce soit celle qui est le plus souvent utilisée pour parler des troubles, de la phobie scolaire. Le deuxième acronyme qui a déjà été employé, c'est l'ENITS. Tu l'as rappelé, Pauline.
les Neither in Employment, in Education or in Training, mais elle est vachement meilleure que moi. Peut-être juste rajouter qu'il s'agit d'une catégorie d'action publique, c'est-à-dire que les NEETs n'existent pas dans la vraie vie. C'est une catégorie. Pas quelqu'un qui se promène et fait « Oh, je suis NEETs ». Enfin, je sais pas, là, il y en a dans la salle. Bon, bah, je suis pas sûr qu'ils disent « Oh, c'est chouette d'être NEETs ». Et le problème gigantesque de cette catégorie, je ne sais pas si vous travaillez avec, c'est que ça rassemble des choux-fleurs, des patates et des aubergines. Oui, j'étais pas là ce matin, vous l'avez vu, j'ai séché, j'ai déserté. Et cette catégorie-là, qui émerge au Royaume-Uni dans les années 90, est une catégorie qui vise à remettre des jeunes en emploi. L'objectif de cette catégorie, c'est de décrire cette population vulnérable et de les remettre à l'emploi. Sauf que quand toutes les études qui traitent de ce sujet montrent que c'est quand même compliqué de travailler avec cette catégorie, puisque là, vous avez par exemple une étude de l'adresse en 2014 qui dit, voilà, grosso modo, les NEETs aujourd'hui en France, en 2014, ça n'a pas beaucoup bougé. On a des diplômés du supérieur en recherche d'emploi. Grosso modo, vous sortez de votre licence ou de votre master, et pendant 2 mois, 3 mois, vous allez être NEETs. Vous avez des bacheliers qui recherchent des petits boulots. Vous avez des maires éloignés du marché du travail. Vous avez les diplômés de l'enseignement pro au chômage de courte durée. Grosse cohorte, 31%. Et puis vous avez ça c'est les sociologues, on aime bien aussi les gifoutou. Les sans diplôme éloignés de l'emploi, à peu près 20%, un cinquième de la population globale. C'est pas la même chose de travailler avec quelqu'un qui sort de Sciences Po avec son master que de travailler avec un jeune qui a fait 2 ans de rue et qui est polytoxicomane. Ça, vous le savez, c'est votre job. Mais cette catégorie de NEETs rassemble tout ça. Et nous, dans James, on travaille avec cette catégorie-là parce que c'est la catégorie utilisée par les pouvoirs publics. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi cette recherche? Alors, la recherche, donc, elle porte sur Brick et elle porte sur James et elle s'est déroulée en 2 temps. Dans un premier temps, on a commencé sur James à l'époque où c'était porté par les EIS, parce qu'on s'était dit que ça serait quand même intéressant qu'on ait un regard de chercheurs sur notre propre dispositif d'accompagnement. Et donc, on a fait 10 entretiens, 10 récits de vie. Donc, des récits de vie, c'est des entretiens plutôt longs, dans lesquels on va revenir sur toute la vie du jeune. On a utilisé des carnets de terrain, donc on notait comme ça tout ce qui nous arrivait. Et on a aussi utilisé pour cette recherche un truc hyper intéressant, c'est les bilans de sortie. Ça, c'est vraiment très précieux, où le jeune raconte ce qu'il a vécu. Parce que comme vous l'avez dit, et c'est vraiment un truc que j'ai vécu moi aussi, sortir, c'est dur. Et c'est dur pour le jeune, mais c'est parfois peu aussi dur pour les personnes qui accompagnent. Et donc c'est des moments un peu ritualisés, c'est un peu un rite de passage, ce bilan de sortie. Il s'y dit des choses vraiment très importantes, donc on les a utilisées dans la recherche. La deuxième partie, donc Brick, vous enlevez le C, il n'y a pas de C. On a fait à l'heure actuelle 5 récits de vie avec des collégiennes, collégiens et 6 récits de vie avec des lycéens, lycéennes. Voilà de quoi il s'agit pour cette recherche. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment les premiers résultats. On n'a pas encore terminé. C'est l'avant-première, c'est la première fois qu'on en parle. C'est fou les prums. C'est foufou. Alors la première chose, la description de la population. Alors Pauline, tu l'as assez bien dit, effectivement, c'est 2 populations très différentes. Alors peut-être que ça a évolué. C'est possible. Là, je vais vous parler sur James de la population qui fréquentait James entre 2020 et 2022, et sur Brick, celle qui fréquentait Brick entre 2023 et 2024. Alors sur Brick, on est sur une population majoritairement féminine, issue des classes moyennes, voire supérieures. Voilà, avec une population de 13 à 17 ans, et on l'a dit, une population marquée par le décrochage scolaire et la phobie scolaire. Ok.
Sur James, on a une population très différente, puisqu'on a une population majoritairement masculine issue des classes populaires. Exactement l'inverse. Des jeunes donc entre 16 et 29 ans avec un niveau de formation très faible. 42% des jeunes qu'on a accompagnés sont d'un niveau de formation infra-bac, 45% à niveau secondaire et 13% à commencer des études supérieures. Et l'autre aspect, c'est que, alors, je ne sais pas, ça a peut-être évolué avec le dispositif, mais là, on était à peu près à un tiers de jeunes avec des troubles psychologiques, des maladies psychiques importantes. Voilà, je ne sais pas si là, ça a augmenté. Ça n'a pas baissé. Et seulement sur l'autre slide, sur la première partie de briques jeunes, on a une évolution qui ne va pas tout à fait... Ouais, bon, j'aurais pu pousser la voix. Merci. Sur la partie briques, on a une évolution où on n'est pas tout à fait à 50-50, mais on arrive quasiment à une égalité de genre. Et sur James, on est toujours à peu près dans les mêmes pourcentages à vue de nez. Peut-être que la question de la maladie psychique est plus importante. Tu l'évoquais avant, la santé mentale. On a de plus en plus de jeunes qui nous viennent de l'hôpital psychiatrique à leur sortie d'hôpital psychiatrique, sachant que dans l'errance, rue hôpital psychiatrique, souvent ça se relaie. On accompagne effectivement de nombreux jeunes qui ont fait des passages par la rue et avec des pratiques aussi de consommation qui peuvent être plus ou moins importantes. Alors ça raconte quoi? Qu'est-ce que les jeunes nous ont raconté? Donc là, je vais vous résumer un petit peu le résultat de ces deux recherches qu'on a faites avec Thierry, Eric et Claire. Alors la première chose, c'est ils sont pas tendres avec l'école. Ils sont même pas tendres du tout. Là, je vous ai mis 2 extraits d'entretien. Les prénoms ont été changés. Un plutôt sur Brick, un plutôt sur James. Agnès, 16 ans. Bon, on m'a convoqué dans le bureau pour me dire ça va pas du tout. Enfin, pourquoi tu travailles pas? Pourquoi machin? On m'a demandé d'expliquer et enfin, c'est pas une raison, c'est pas limite si elle a roulé des yeux quand j'ai raconté mon histoire, quoi. C'est enfin elle a soupiré, enfin genre elle en avait rien à foutre et ça m'a vexé, ça m'a pas donné envie d'essayer ni de continuer à y aller. Enfin, ça m'a juste donné envie d'abandonner. William, quelques années après son passage à l'école, c'est un ancien décrocheur. C'est un truc que j'ai appris depuis que je suis en primaire, c'est que l'école, c'est l'échec. Ça, c'est vrai, hein, c'est vraiment l'échec. Genre, quand t'arrives pas, les professeurs, ils en ont rien à foutre. Si t'arrives pas, ils te font passer, ils te font sauter l'étape, ils te mettent sur un autre exercice ou une autre étape, et eux, ils s'en foutent. C'est incroyable à quel point les deux... Donc là, on est sur des catégories socio-professionnelles et des histoires de vie diamétralement opposées. Hein, famille très protectrice chez l'une, très CSP++, et William, 4 ans de rue et une famille absente et passage par tous les foyers possibles et imaginables de la protection de l'enfance. Hein. Donc 2. Et le mot « ils en ont rien à foutre », c'est l'expression qui revient le plus chez tous les jeunes quand on leur parle de l'école. Alors, je pourrais en parler longtemps, mais il faut que j'accélère. Donc, je vais passer tout de suite à la prochaine partie, où, une fois qu'on a parlé de l'école, et vous en avez déjà parlé, donc je vais y aller très rapidement. Il y a 2 autres aspects qui ressortent beaucoup des entretiens. C'est l'aspect familial, avec des fortes difficultés familiales chez les James comme chez les Brick. Des histoires de vie émaillées par la séparation, par la perte, par la mort, sachant que pour certaines, la mort, la bascule dans le décrochage, ça peut être la mort du chat. On ne parle pas forcément de mort violente des parents, hein. Mais voilà, il y a une bascule, et c'est vrai que dans beaucoup d'histoires de vie, la mort constitue cette bascule-là.
Alors, est-ce que c'est là que je l'ai mis? Ouais. Une différence qu'on constate sur les briques et sur les James, donc sur les jeunes et sur les plus âgés, c'est le rapport au groupe de pairs. Le groupe de pairs constitue, alors je ne sais pas si vous continuez de le constater, mais en tout cas dans les entretiens qu'on a fait en 2023-2024, une des dimensions du décrochage. Les frictions, le harcèlement constituent l'un des aspects fondamentaux dans le discours de ces jeunes pour expliquer le décrochage. Donc, famille déconnante, groupe de pairs déconnants, décrochage, hein, pour le dire très vite. Alors que chez les James, on est sur une famille recomposée. Ma famille, j'ai souvent plus de contact avec, ou c'est très compliqué. Par contre, je me suis recomposé une famille par le groupe de pairs, et c'est des jeunes pour qui l'amitié est à peu près tout. Ils sont très entourés, pour certains d'entre eux, pour pas mal d'entre eux, et voilà. Donc là, on a constaté, enfin en tout cas j'ai constaté, c'est un peu ma... je ne sais pas si mes collègues seraient d'accord, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas pour me mettre en avant, une vraie différence entre les deux publics. J'ai presque fini, vous inquiétez pas. Et puis donc, bon voilà, donc l'autre aspect sur lequel je vais presque terminer, c'est une fois qu'ils sont sortis et une fois qu'on sait qu'ils ne reviendront pas, on en fait quoi de ces jeunes? On a énormément de dispositifs qui sont sortis, de dispositifs de remobilisation, de dispositifs pour ces fameux NEETs. Ici, je vous ai mis ce que j'adore. Nous, les sociologues, on adore les schémas. Les inégalités chez les 25-34 ans de chômage, où la barre de gauche, c'est les non-diplômés, et la barre de droite, c'est les diplômés du supérieur. Hein. Donc on retrouve ce qu'on s'est dit avant. Moins on est diplômé, malgré tout, plus on a de probabilité d'être au chômage. Donc qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont sortis? Eh ben, c'est un peu ça, ce que les jeunes racontent de ce que fait Brick et de ce que fait James. C'est une réponse à cette question-là. Vous avez une de mes photos préférées. Ils ont donné leur accord pour qu'on les diffuse, de deux jeunes de James. Et je crois pas que c'est quelque chose que vous ayez employé là jusqu'à maintenant. Il y avait le cousu humain, il y avait des choses, mais je crois qu'il y a une citation de Charlotte Erfray qui nous parle beaucoup. Je pense que vous partagerez. Je vous la partage, et je crois que c'est ça qui fait... Pauline a été très très humble. C'est très très bien ce qui est fait là. Et je crois que c'est ça qui le résume. Elle dit quoi? En des temps, Charlotte Erfray, en des temps où nos sociétés économiquement développées ne reculent devant rien pour accumuler de l'avoir, rejetant dans la marge tous ceux qui ne lui en sont pas utiles, il faut savoir si nous acceptons la ségrégation ou si nous restons des résistants au service d'une cause qui affirme que la marge fait partie de la page. Et effectivement, je crois que c'est ça qui constitue le cœur de ce que les jeunes nous disent quand ils font le bilan, ou quand ils nous parlent de Brick, ou quand ils nous parlent de James, c'est qu'ils ont le sentiment que on leur a fait comprendre que c'est pas grave d'être dans la marge, et que la marge fait partie de la page. Tu fais aussi partie de la société. Et je crois que tout projet de remobilisation ne peut passer que par cette dimension qui est très politique, qui est « tu as ta place dans la cité ». Voilà. Et je crois que c'est ça qu'on fait, et c'est quelque chose que les jeunes nous mettent beaucoup en avant. Que ce soit dans les deux dispositifs, ce qu'ils nous disent, c'est le cadre est bienveillant. Pour le dire avec leurs mots, les gens qui s'occupent de nous en ont quelque chose à foutre de nous, contrairement à l'éducation nationale. J'ai rencontré du monde. Certains nous disent j'avais vu personne depuis 2 ans, par ma mère. Et là, j'ai vu d'autres gens que ma mère. Parfois, c'est juste ça. Et je crois que c'est ça, vous avez insisté là-dessus, et je pense que c'est vraiment essentiel, c'est
une adaptation au rythme du gamin, ce qui est compliqué à faire en établissement scolaire, hein, c'est pas fait pour faire dans le cousu main, mais là c'est apprécié par les jeunes. Très rapidement, et puis après je crois que j'ai encore 2 minutes, par exemple Amalia, dans son bilan de sortie, je cite: à la mission locale, je suis allé, et donc j'avais fait plusieurs choses à l'endroit, mais après il me disait, faut que tu fasses un stage. Et le problème, même si je disais que j'avais des difficultés, il disait qu'il fallait faire le stage, mais j'avais des difficultés. En fait, toujours quand j'allais dans des endroits, j'avais l'impression de ne pas être entendu, parce que j'avais des difficultés. Avec James, j'avais l'impression, en fait, j'étais aidé, accompagné. En fait, c'est quelque chose de différent des autres choses que j'ai trouvées. Je trouve qu'Amalia, donc, parce que là, on a beaucoup parlé de l'Éducnat, mais en fait, j'aurais pu faire toute une partie sur la mission locale et Pôle emploi. Ils sont tout aussi peu tendres avec les missions locales et Pôle emploi. C'est vraiment le sentiment de faire de faire partie, c'est de l'abattage, quoi. Comme à l'Éducnat. Et ça, le sentiment. J'ai touché quelque chose. Je conclus. Puis après, vous pouvez dire que vraiment, ces sociologues, ils font qu'à critiquer, c'est nul. Alors, c'est une conclusion, c'est vraiment une conclusion provisoire, parce qu'encore une fois, c'est des résultats de recherche provisoire. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que ce qu'on constate dans cette recherche, c'est que déserter l'école, c'est sauver sa peau. Ça ressort de la majorité des entretiens et des récits de vie. Donc il faut comprendre que déserter, c'est important pour conserver l'estime de soi et trouver un échappatoire, que ces jeunes, ils sont très conscients que cet échappatoire, il est provisoire, mais c'est un échappatoire quand même. Que Brick & James produit des résultats quand même globalement positifs, puisqu'on a sur la partie BRIC, sur les 12 jeunes accompagnés jusqu'en 2024, 8 sorties positives, entre guillemets, c'est-à-dire de remobilisation scolaire, 3 orientations à des partenaires, tels que la mission locale ou, parenthèse, autre dispositif que je pourrais te laisser présenter. Et sur James, on était à peu près entre 50 et 60% d'insertion professionnelle ou de formation, ce qui pour le public, je crois qu'on peut être un peu fier quand même. Voilà. Et l'autre appel, c'est qu'on a besoin de tout. On ne peut pas faire que du James cousu main. Ça marche aussi très bien, la mission locale, pour un public moins marginal, mais pour que des personnes marginales puissent trouver leur place dans la page, c'est le genre de dispositif, je pense, qu'il faut continuer de financer et continuer d'orienter des jeunes. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour, moi j'avais une question sur l'accueil physique. Vous parlez de jeunes qui sont en situation de grande marginalité. Est-ce qu'ils sont avec ces jeunes des 11-17 ans au contact de ces jeunes? Comment ça se passe? Est-ce que c'est dans le même endroit? Parce que du coup, je me dis, ça peut être aussi compliqué pour des enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis très longtemps, avec des jeunes qui peut-être leur enverraient une image de ce qu'ils pourraient peut-être être. Enfin, je ne sais pas quoi. Voilà. Merci pour votre réponse. C'est moi qui y vais ? Oui. Oui, c'est le même endroit. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. C'est-à-dire que dans notre idéal d'évolution, on aurait encore davantage de temps commun. Donc là, il y a par exemple le sport qui est ouvert aux 2 tranches d'âge, donc de 11 à 29 ans. Ça permet, on a évoqué les principes de psychothérapie institutionnelle et d'éducation populaire. La référence de Paulo Freire que j'ai mis avant, c'est ça. C'est l'idée, c'est que tout le monde peut faire partie du groupe et tout le monde peut faire partie de la page. Et au contraire, en fait, ça provoque des choses, et c'est même ça qui nous a amené vers l'hypothèse qu'il n'y avait pas de différence de nature, mais une différence autre entre les refus scolaires anxieux, phobiques scolaires et les décrocheurs NEET, parce que en commençant à discuter les plus jeunes avec les plus grands ont dit, mais en fait, moi, c'est ça qui s'est passé. Sauf que moi, personne m'a emmené chez le psy ou chez le médecin. On m'a juste dit, t'aimes pas l'école, mais en fait, l'école m'aimait pas non plus.
Et c'est aussi travailler sur les représentations. On avait, je vous le cache pas, j'avais un peu une appréhension au niveau des parents des mineurs, en me disant, ouf, est-ce que ça va passer ? Et en fait, ça passe très bien. Parce que on n'invente rien, c'est toujours la même histoire. À partir du moment qu'on met des gens au même endroit, qu'on leur laisse le temps de s'exprimer, qu'on leur demande ce qu'ils ont envie de faire, les gens, ils se comportent plutôt bien. Et que c'est pas du tout une idée révolutionnaire, hein, l'éducation populaire, c'est un peu vieux quand même, là. Et ça a toujours fait ses preuves, sauf qu'en fait, les gens s'émancipent et s'autorisent à dire. Voilà, et je vais arrêter, sinon je vais être trop politique. Ouais, moi je rajouterais, quand je m'occupais de James, j'avais le sentiment aussi que le croisement des populations était hyper riche, puisqu'on avait des sortants d'hôpitaux psy, des jeunes qui vivaient en squat, donc pour le dire très vite et de manière très caricaturale, des punks à chiens, et des mineurs non accompagnés non reconnus mineurs. On ne sait pas quoi en faire, personne ne sait quoi en faire, mais nous on pouvait les accompagner. L'Europe nous permettait de les faire rentrer. C'est encore le cas. Ouais, et ça c'est vraiment important. Et on ne sait pas jusqu'à quand. Voilà, il faut que ça il faut se battre. Et donc c'est rien que dans James, donc là, au-delà de votre question sur les mineurs, le croisement de ces populations qui n'ont strictement rien à voir dans leur histoire de vie, ce que les jeunes nous en disent, c'est j'ai découvert un monde très différent du mien. Et ça permet de relativiser, ça permet de faire des rencontres, ça permet de plein de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui constitue le cœur de notre proposition éducative. Je ne sais pas, je m'adresse à votre intervention concernant l'éducation nationale ou le regard des jeunes très négatif, à savoir ils n'ont rien à foutre de nous. Je dirais, si nous avons les mêmes moyens que vous de prendre en charge les jeunes à l'intérieur des établissements, vous savez, si on a les mêmes moyens que vous de prendre les élèves à l'écoute, à les regarder et à essayer de faire venir les parents ou aller à leur rencontre, je pense que ce n'est pas volontaire qu'on ne veut pas s'occuper d'eux, mais tout simplement les moyens mis à notre disposition. J'ai mes collègues qui sont derrière moi, les CPE ne sont pas là avec nous ici, et certains professeurs ne sont pas là non plus, mais pour 2000, au lycée, je parle seulement du lycée, pour plus de 2300 élèves, je peux vous dire, on est très peu et très peu de moyens. Voilà. Mais vous avez complètement raison, vous pouvez l'applaudir, elle a raison. C'est parfois un peu difficile quand on est sociologue parce qu'on dit des trucs qui sont pas chouettes à entendre. Donc là, je vous retransmets ce que les jeunes nous disent. Voilà, je vais pas. Par contre, je vais certainement pas amoindrir ce qu'ils disent. Par contre, j'ai parfaitement conscience de ça. Et pour travailler à l'ESEIS et donc former des AS ou faire en formation continue, je me rends bien compte qu'on ne peut pas faire ce cousu humain partout. Et donc, vous avez complètement raison. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à aller prendre à l'étranger, que parfois peut-être nos hommes et femmes politiques pourraient aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Merci. Oui, madame. C'est en complément avec ce qu'Amivi vient de dire. Moi, je suis très heureuse d'entendre qu'il y ait des jeunes qui soient entendus, qui trouvent leur place, parce que c'est quand même le but de l'éducation nationale, de permettre à nos jeunes de trouver une place dans le monde. C'est eux qui feront l'avenir de ce monde. Et je voudrais aussi témoigner, les infirmières sont là, les assistants sociaux sont là. Nous travaillons régulièrement, nous pouvons donner des expériences de jeunes qui ont, donc les visites à domicile, on en parlait, où on va à domicile, où j'étais déjà assise par terre à aider un jeune à mettre ses bottes pour pouvoir venir, à lui dire si tu y arriveras, nous y arriverons. Quand on se retrouvait en entretien commun avec les collègues infirmières, à redonner confiance à ce jeune, à lui dire tu peux y arriver, tu as ta place, tu es à la marge, tu es sur la page. Mais c'est vrai que parfois nous sommes aussi à la marge. Et voilà, c'est un peu difficile.
Je trouve que c'est un très joli témoignage parce que effectivement vous faites des métiers au sein d'une institution qui n'est pas pensée pour faire ce que vous faites. C'est le sociologue qui parle. Donc voilà, bravo, je suis d'accord avec vous sur le constat. Mais on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci, je peux vous laisser le micro, on peut débattre. Est-ce qu'il y avait d'autres... on pourra couper. Oui, ça va faire beaucoup. C'est pas foufou, hein. On coupe, Vincent. Vous nous avez présenté un certain nombre de dispositifs pour 2 tranches d'âge. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les enfants plus jeunes? Parce que malheureusement, ça se multiplie de plus en plus. Ils sont trop jeunes pour intégrer la maison des ados, trop jeunes pour intégrer vos dispositifs. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Pour l'instant, on n'a pas de dispositif à part les CMP. Clairement, il n'y a que ça. On n'a pas de... Moi, je travaille au sein de la maison des ados. La maison des ados commence à 11 ans. Donc, voilà. Et en effet, les CMP, c'est les seuls qui puissent proposer des choses autrement. C'est vrai que nous... malheureusement, on le voit, on a fait un recensement du nombre de jeunes qui sont en difficulté et le refus scolaire ne commence pas au collège, malheureusement. Et là, on voit bien, l'actualité nous montre qu'il y a des enfants de 9 ans qui en arrivent à des extrémités. En effet, il y a un travail à faire pour les plus petits, ça c'est clair. J'ai rien de mieux à dire, c'est pas pensé. Du coup, juste une petite nuance sur ta conclusion, parce que je trouve que l'école soit violente, ça, je pense que même si nous, on essaye de faire un peu autrement, c'est une réalité indéniable. Mais quand tu mets déserter l'école et une manière de sauver sa peau, n'apparaît pas du coup ce que tu disais toi, Corinne aussi, que la question du symptôme du refus scolaire anxieux qui s'inscrit dans des problématiques personnelles plus globales. Donc c'est une dimension effectivement qui apparaît pas dans la recherche que mes collègues ont fait sur la partie brique. Moi, j'ai surtout bossé sur James et j'ai très très bien entendu ce qui a été dit là-dessus et ça me semble fondamental. Donc je pense qu'il va falloir qu'on reprenne ça. C'est la deuxième partie. Oui, je pense qu'il y a d'autres entretiens à faire encore, même chez nous. Oui. Je pense qu'elle a fait des entretiens, Claire Metz, elle a fait des entretiens, mais sur les premiers. Et nous, on a d'autres jeunes maintenant aussi, tu vois. Le dispositif, on le remet à plat tous les ans et on revoit et on réadapte. Et le fait que maintenant ce soit en file active, que ce soit de la libre adhésion, ça a complètement changé aussi la donne. Et nous, le travail qu'on fait avec les familles, il est aussi beaucoup plus important. Ça fait depuis le début que je disais qu'il faudrait qu'on puisse aller dans les familles. Maintenant, c'est possible et ça change la donne. Vraiment. Parce que ça met en exergue quelque chose qui va peut-être pas ressortir comme ça du discours du jeune, qui est la dimension inconsciente dans laquelle ils sont prises et dont ils n'ont pas forcément conscience et qui s'inscrit dans la famille. Tu as tout à fait raison, Emmanuel. Et c'est la deuxième partie, parce que Bruno vous expliquait que c'était le démarrage et les résultats préliminaires provisoires de la recherche. Il y a tout un autre pan de la recherche en lien avec du coup Éric Flavier de l'INSPE qui va interviewer des membres de l'équipe, mais aussi des enseignants, et justement pour mettre aussi en avant cette dimension-là, qui en effet, là c'est du retour de discours de jeunes, mais en tant que professionnel, quand on a eu connaissance des articles, nous aussi on disait c'est partiel, il manque cette dimension-là, et cette idée que en fait le fait de ne pas aller à l'école, de déserter, c'est un symptôme d'autre chose. Il nous reste 2 minutes, c'est ça, ou c'est fini? 5 minutes de pause. Voilà, alors on arrête là. Ok. Merci beaucoup, bonne pause.